Jamais sans doute la pornographie n'avait été aussi facile d'accès. S'il y a quelques décennies, les adolescents étaient encore obligés de ruser pour contourner l'autorité parentale, le porno peut aujourd'hui s'offrir à eux à tout moment. Alors, quel chamboulement profond cette nouvelle donne engendre-t-elle dans la façon dont les adolescents perçoivent le sexe et les relations amoureuses? Une exposition trop précoce ou trop systématique à la pornographie fait-elle peser de vrais risques sur nos ados? En tant que parents, comment accompagner les usages de nos adolescents? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Alexis Boban, éducateur spécialisé et consultant à la Maison des Ados, et Laure Hickel, infirmière et étudiante en 3e et dernière année d'études de la sexualité humaine. Alors pour commencer, j'ai envie de dire de façon très factuelle, très basique, a-t-on une idée de l'âge moyen auquel un ado d'aujourd'hui est exposé à la pornographie? Alors, la dernière étude date de... Enfin, il existe plusieurs études. Celle que moi j'ai consultée date de 2022, donc du début de l'année. Il semblerait qu'il y ait 30% des 13-14 ans qui ont eu leur première exposition au porno et 10% en moins de 11 ans. C'est très jeune? Oui, c'est très jeune. Très très jeune? Effectivement très jeune. Ces études essayent de montrer que toutes les nouvelles technologies qu'on peut avoir dans les mains aujourd'hui amènent vers ce phénomène, même si elles ne sont pas forcément la seule explication. Mais voilà, en tout cas, le fait que le porno soit beaucoup plus facile d'accès aujourd'hui amène ces âges à régresser d'année en année. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un adolescent qui est confronté aussi jeune à des contenus porno? Alors, en ce qui concerne les moins de 11 ans, j'ai lu carrément un texte où il y avait une psychologue qui en fait attribuait ce phénomène-là de viol scopique. C'est-à-dire qu'elle considère que c'est une réelle infraction, et puis de toute façon je suis d'accord avec ce qu'elle dit. C'est une réelle infraction psychique en fait qui se produit chez l'enfant. D'autant plus que moins de 11 ans, généralement, c'est de manière tout à fait hasardeuse qu'ils tombent sur ce genre de contenu. Donc en plus, à 11 ans, on considère qu'un enfant ne porte pas d'intérêt à la sexualité, on appelle ça la période de latence. Donc c'est un contenu qui est vraiment trop violent pour lui. Quelque part, en plus, s'il est dans une famille où le dialogue n'est pas possible, s'il y a de réels tabous, où on ne peut pas reprendre les choses avec l'enfant, ça va rester une question qui va être très angoissante pour lui. Et quelque part aussi, ça peut aussi conditionner sa future sexualité quand les choses vont se réveiller en fait pour lui, quoi. Alors là, on voit le cas de figure, Alexis, d'un enfant qui serait soumis à une exposition donc hasardeuse, je reprends votre terme. Mais à l'inverse, est-ce qu'il est normal, entre guillemets, pour un ado de se poser des questions et de chercher des moyens de trouver des réponses, pour le coup, par le biais de la pornographie? Est-ce qu'elle peut apporter des réponses? Alors, est-ce qu'elle peut apporter des réponses? J'ai envie de dire oui, certainement. Après, j'ai envie de dire que pour tout être humain, qu'il soit enfant, ado ou adulte, il est normal de se poser des questions. Voilà. Et on va essayer de chercher ces réponses par tous les moyens possibles. Et effectivement, je lisais un texte la dernière fois qui comparait finalement tous les sites pornographiques qu'on pouvait avoir à une réelle encyclopédie par rapport à ça. Alors, une encyclopédie biaisée par le cinéma, parce que ça reste du cinéma, mais une source réelle d'information par rapport à ça, surtout, comme le disait Laure, dans des familles où la sexualité peut être taboue et donc un sujet qui n'est jamais abordé. Justement, Laure, par rapport à un adolescent qui se pose des questions, comment on peut les précéder quelque part, apporter déjà des éléments de réponse, comment on agit en amont finalement? Alors, dans l'idéal, moi je pense qu'il faudrait parler de sexualité de manière adéquate, au tout petit. Alors, bien sûr, oui, comme je disais, de manière adéquate, en employant les bons termes, de manière Ce serait générale. quel âge tout petit, selon vous? À partir de quel âge? Dès que l'enfant commence un petit peu à poser des questions, à un moment, on entend des enfants qui disent, je sais pas moi, le zizi à papa, enfin voilà, dès qu'on voit quand même qu'il y a des questionnements, on peut commencer à prendre les devants. Si on ne se sent pas capable d'évoquer cette question avec l'enfant, où on se sent maladroit, on peut aussi aller demander du soutien à des professionnels.
Donc dans l'idéal, c'est mieux de commencer l'éducation à la sexualité chez les tout petits, parce que on se rend compte que quand ça n'a pas été fait, quand ça arrive d'un seul sur le tapis, quand ils ont 14, 15, 16 ans, ils n'ont pas été habitués et du coup, ils ne comprennent pas et c'est peut-être même plus gênant pour eux de parler de sexualité avec leurs parents. Il faut aller au-devant, Alexis, il faut précéder la demande quelque part. Il faut précéder la demande. Alors la précéder, peut-être pas, mais en tout cas, il faut savoir l'écouter quand elle arrive. Alors effectivement, chez les adolescents, c'est quand même quelque chose de très compliqué d'aller voir ses parents et de dire, de poser toutes les questions qu'on veut. En toute logique, depuis 2001, normalement, on est censé avoir une éducation sexuelle aussi à l'école, au collège. Mais dans les faits, le réel décret a été signé en 2003 et il n'y a pas eu vraiment de mise en pratique, mis à part très récemment. Voilà, les premières mises en pratique de la nouvelle éducation sexuelle, en tout cas, ont été faites à partir de 2018, je crois. Mais en tout cas, en tant que parent d'ado, il faut savoir écouter les questions quand elles arrivent. Et effectivement, si on sent que le sujet est trop tabou pour nous, ou qu'on va être maladroit, qu'on va être gêné par rapport à notre enfant, là, il ne faut pas hésiter à demander du soutien, que ce soit une personne ressource, que ce soit un professionnel, que ce soit n'importe quelle personne qui saura avoir ce dialogue avec l'enfant. Une autre question très simple qui résonne dans l'esprit de beaucoup de parents, je me tourne vers vous. Laure, est-ce qu'il faut s'inquiéter lorsqu'un ado commence à consommer du porno ou en tout cas à s'y intéresser? Comment on réagit? Alors, s'inquiéter, quelque part, on peut comprendre qu'effectivement, ça suscite de l'inquiétude chez les parents. Dans l'idéal, ce qui serait intéressant, c'est de ne pas réagir de manière trop vive, parce que forcément, ça va rompre le dialogue. Essayer de mettre en place un dialogue, un discours avec l'adolescent qui permettra en fait de peut-être s'exprimer sur les raisons qui l'ont poussé à aller regarder du porno, les contenus toutes les informations qu'il aimerait avoir. Donc moi, j'invite tout le temps les parents à pas surréagir ou des fois employer des mots où il est catégorisé je sais pas moi, de déviants, de choses comme ça. Pas trop de poids du jugement. On accompagne, mais sans trop juger, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Et puis, quelque part aussi, ça peut permettre aussi aux parents de remobiliser un petit peu leur questionnement, peut-être revoir un petit peu leurs valeurs, leurs tabous. Ça peut aussi, quelque part, faciliter le dialogue et l'échange avec l'adolescent. Alors justement, on a une question que nous a envoyée une maman. Je vous la lis, on y réagit juste après avec vous, Alexis. Je sais que mon ado passe du temps devant du contenu pornographique et c'est complètement en désaccord avec les valeurs avec lesquelles on a pu l'éduquer. Que puis-je faire? Que répondre à cette maman? Alors comme on le disait un peu précédemment, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'aborder ce genre de questions, surtout quand c'est des questions qui effectivement font pas forcément partie de l'éducation qu'on a donnée à son enfant jusque-là. Pour cette maman qui justement n'a pas, dont le porno finalement ne fait pas partie intégrante de l'éducation qu'elle a donnée, enfin en tout cas de ce qu'elle a pu apporter à son enfant. Je pense que ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est déjà de mettre la gêne un petit peu de côté et d'essayer vraiment d'ouvrir le dialogue et surtout, si vraiment elle ne se sent pas de le faire, de faire appel à des professionnels ou en tout cas à des personnes ressources comme on a déjà pu le dire, effectivement. À l'opposé, Laure, j'inverse les genres pour vous faire réagir. Là, c'est une question posée par un papa. Même chose, je vous la lis. En voulant déculpabiliser mon ado qui venait de se faire attraper sur un site porno, je lui ai avoué passer moi-même du temps sur ce genre de site. Est-ce que c'est une bonne idée de dire ce genre de choses? Alors, ce qui est très intéressant et très positif, c'est que papa, finalement, cherche à dédramatiser la chose. Son souhait, c'est de ne pas le faire culpabiliser, donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, en début d'interview, ce qu'on préconise, c'est de parler de sexualité en général, en fait. Et éviter de parler de sa propre sexualité. Donc on n'incarne pas trop les choses
Voilà. Donc l'intention, je pense qu'elle était vraiment bonne. Voilà. Après... Mais dans le prolongement de ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que le porno, ça reste avant tout une histoire d'homme, ou est-ce que c'est un cliché qui s'effrite un petit peu en ce moment? Disons qu'il y a plus en plus de... Enfin, c'est un domaine qui s'ouvre de plus en plus effectivement aux femmes. Pour moi un peu cliché de dire que c'est une histoire d'homme, voilà. Aussi bien chez les jeunes femmes, chez les adolescentes que chez les femmes adultes, parce que c'est aussi, enfin, la sexualité, elle est universelle, il n'y a pas de question de genre, il n'y a pas de question de sexe. Donc je pense que ça s'ouvre de plus en plus au côté féminin, oui, c'est sûr. Vous nous confirmez ça, Laure? Les filles s'y intéressent En plus? entretien, j'ai de plus en plus de jeunes filles qui me disent regarder du porno. Alors pour les mêmes raisons que celles que les garçons me disent. Hein. Après, je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des metteurs en scène féminins qui commencent à faire du porno. Il paraît que c'est du contenu qui remet la place de la femme dans le respect et tout ça. Donc bon, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui regardent du porno, ça c'est sûr. Ça s'équilibre. Cette facilité de consulter du contenu pornographique qu'ont aujourd'hui les adolescents, est-ce qu'elle peut être néfaste dans le sens où elle peut conduire à des phénomènes addictifs, par exemple? Oui, sans aucun doute. Voilà, la facilité d'accès, le fait qu'il y ait une multitude de sites, enfin voilà, il y a eu... Quand moi je me suis formé par rapport à la prise en charge des écrans et par rapport à tout ça, voilà, j'ai appris des chiffres qui m'ont un peu fait peur en disant que à peu près 80% des sites qu'on pouvait trouver sur Internet étaient pornographiques finalement, surtout dans les débuts d'Internet. Donc cet accès finalement en illimité et puis... et lié à la gratuité totale. Voilà, gratuité totale qui finalement... Voilà, qui est accessible même aux mineurs, puisqu'il suffit juste de 2 clics et de dire qu'on n'est pas majeur finalement pour pouvoir entrer sur ces sites, va en tout cas engendrer de la surconsommation, et cette surconsommation va pouvoir amener à des comportements addictifs, ouais, sans aucun doute. Comportements addictifs, surconsommation, qui peuvent mener aussi, phénomènes liés à des formes de dépression, parfois. Vous avez pu constater ça? Alors, si on reprend la définition de l'addiction qui dit que l'addiction, c'est la perte de liberté de s'abstenir, bon, forcément, ça peut provoquer de la détresse. Vraisemblablement, les études aussi montrent que quand les jeunes sont addicts au porno, il y a des conséquences secondaires comme le décrochage scolaire, baisse des résultats des notes, des comportements plus agressifs, enfin voilà, il y a des conséquences secondaires. Après, le contenu en lui-même, je pense qu'il peut provoquer de la détresse. Dans bien des sites, si vous avez la curiosité d'aller voir, il y a toujours en fait un petit scénario qui met en avant le contenu qu'on va pouvoir visionner. Et ce qui se produit de plus en plus, c'est qu'il y a des scénarios qui sont de l'ordre de l'inceste. Voilà, donc c'est la belle-mère qui fait ça avec son beau-fils ou avec sa sœur. Donc c'est très violent. C'est très violent et en plus, justement, vous imaginez que des enfants de 11 ans qui n'ont aucune représentation de la sexualité pour certains, le message que ça leur envoie. Mais il y a une dérive aussi des thématiques effectivement qu'on retrouve aujourd'hui dans la pornographie. Vous avez pu constater ça aussi, Alexis? Oui, effectivement. En fait, le but de ces sites, c'est aussi de faire le plus de visites possible. Donc pour ça, on va aller chercher du contenu qui est toujours plus hard, toujours plus déviant finalement par rapport à certaines thématiques comme l'inceste. Et des choses qui ne sont pas du tout représentatives finalement de la réalité, de ce que peut être la sexualité dans la réalité. Donc ces catégories sont de plus en plus faciles d'accès et de plus en plus hard, vraiment. Et comment on s'y prend en tant que parent pour modérer l'accès des ados au porno, ou leur exposition au porno en tout cas, j'allais dire déjà sur l'aspect technique? Alors sur l'aspect technique, comme j'ai pu l'apprendre dans mes formations, ou comme je peux le voir aussi au quotidien avec les parents qu'on peut recevoir à la maison des adolescents par exemple,
Ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des fournisseurs d'accès qui vont proposer des contrôles parentaux, plus ou moins efficaces selon. Il y a aussi des applications qui sont très utiles par rapport à ça. Il y a des sites aussi qui sont spécialisés par rapport à l'aide et au soutien à l'éducation en santé sexuelle. Ces sites sont très intéressants dans le sens où ils vont apporter des connaissances aux parents et c'est les parents qui vont pouvoir apporter ensuite les connaissances à leurs adolescents. Et je rebondis sur cette thématique-là avec vous, Laure, et on a vu l'aspect technique avec Alexis, mais sur l'aspect pédagogique. Je reviens sur votre idée première, dédramatiser au fond. Alors, dédramatiser, et puis du coup, ça me permet aussi de revenir en fait à l'intérêt de l'éducation sexuelle en fait chez les tout petits. J'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, ça me permet de compléter, que l'éducation sexuelle, elle passe tout d'abord par l'apprentissage de l'anatomie, au même titre qu'un enfant, on lui apprend le nez, les oreilles. Là, on va apprendre à l'enfant son anatomie. Les petites filles, on va lui dire la vulve. On va essayer de remplacer les mots qui sont mignons, hein, mais le minou, des choses comme ça, par vulve, le pénis. Et puis, à quoi ça sert ? Donc là, c'est quand même déjà une première façon d'intégrer en fait l'éducation à la sexualité. Et à la fois, ça facilite les choses, puisque au même titre que vous allez apprendre à un enfant où se trouve son menton, ça ouvre déjà l'esprit des parents et des enfants à recevoir les informations. Je coupe, pardon, mais je rebondis sur une autre idée, c'est ces adolescents qui se sont quelque part formés ou éduqués à la sexualité via la pornographie. Comment se passe leur entrée dans la vie sexuelle quand justement, finalement, tout leur socle est constitué par du visionnage de contenu porno? Alors c'est en général assez compliqué, d'autant que ça arrive de plus en plus jeune finalement, parce que c'est aussi un effet de cette surconsommation et des addictions que ça peut apporter, dans le sens où on va vouloir mettre en pratique finalement ce qu'on voit sur l'écran ou ce qu'on voit sur les vidéos. C'est des comportements qui peuvent être, oui, effectivement très, très agressifs par rapport aux thématiques qui peuvent être abordées dans les vidéos que les jeunes ont pu regarder, avec des personnes qui ne l'ont pas forcément choisi, parce qu'il y a aussi des vidéos qui sont très portées sur tout ce qui va être non-consentement de la personne en face. Et c'est dur de désamorcer tous ces mécanismes-là. C'est dur de désamorcer tous ces mécanismes-là, ouais. C'est une évidence. Vous avez le même regard, alors Tant chez les garçons, donc... évidemment, on ne va pas faire de généralité. Il y a des jeunes qui gardent vraiment un esprit critique, qui savent que ce sont des acteurs du cinéma. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un esprit critique, quelque part, effectivement, ça les amène à demander des pratiques qui ne sont pas forcément celles que la jeune fille ou le jeune garçon en face souhaiterait pratiquer. Ça reste du cinéma, vous me disiez tout à l'heure, tous les deux, esprit critique. Dans le sens où il faut avoir une distance critique par rapport au fait que ça reste de la fiction. Ouais. Et parce qu'il y a aussi certains procédés qui sont utilisés. C'est ça. Alors il y a des vidéos qui peuvent être très intéressantes sur le sujet, sur certains médias qui expliquent justement, où il y a des personnes qui font partie de cette industrie de la pornographie, qui expliquent tous les mécanismes qui peuvent être mis en place pour faire des effets spéciaux. Alors je ne vais pas les détailler ici concrètement, mais les vidéos sont assez impressionnantes. J'ai été assez impressionné moi-même de voir toutes les techniques qui pouvaient être utilisées pour rendre ça... plus hard, plus violent, plus spectaculaire, finalement, ouais. Comme le ferait n'importe quel film qu'on irait voir dans une grande salle de cinéma, quoi. Donc il faut cultiver l'esprit critique et la distance par rapport à ce genre de produit. Mais alors, au fond, quel bon dosage à trouver comment on parle de porno aux adolescents sans être trop intrusif, trop tôt, trop les mettre mal à l'aise, comment on trouve l'équilibre? Alors, ce serait beau de pouvoir protéger nos enfants de tous les dangers, on va dire. Mais bon, après, on ne peut pas être toujours derrière eux. Comme vous le disiez, forcément,
faciliter le développement de l'esprit critique, ça c'est quand même fondamental et dans tous les sujets. C'est la même chose finalement par rapport à tous les sujets. L'éducation à la sexualité, elle se fait de la même façon que l'éducation aux relations sociales. Voilà, ça reste, c'est une thématique en particulier qui doit être mise dans une éducation globale finalement de l'enfant et de l'adolescent. L'esprit critique effectivement est très important parce qu'encore une fois ça reste du cinéma et ça reste des choses comme ça. En ce qui concerne le dialogue avec les adolescents, ce que moi je peux conseiller aux parents qui viennent à la maison des adolescents ou même c'est pas forcément d'attendre les questions. Effectivement, s'il y a des questions, d'y répondre, mais c'est surtout de pouvoir apporter un maximum de connaissances à son enfant pour que cet esprit critique soit le plus efficace possible, concrètement. Et ne pas hésiter, effectivement, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, à éduquer. Le mot, finalement, convient bien. À éduquer, et si c'est pas possible, à aller voir des professionnels qui sont en mesure d'aider. Et qui peuvent avoir un discours qui passerait peut-être mieux parfois, justement parce qu'on disait que parfois certains parents ne savent pas faire, sont trop intrusifs, maladroits. Il peut y avoir de l'intrusion, il peut y avoir une gêne aussi de l'adolescent en face qui n'a pas forcément envie de parler de ça avec son parent. D'ailleurs, l'adolescence, c'est une période de la vie où la communication avec les parents est très très compliquée. Donc sur des sujets qui peuvent amener cette gêne, c'est d'autant plus difficile. Oui, faire appel à des professionnels, faire appel à des personnes ressources qui pourront avoir un dialogue qui va être peut-être moins jugeant quelque part. Ouais. Merci beaucoup pour vos analyses, Alexis, Laure, et vos éclaircissements. C'était très intéressant. Merci à vous deux et à très vite pour un nouveau numéro de Parents, tout va bien.